Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion en compagnie de Pierre, nous allons parler d'archéologie. Nous sommes à Aigues-Mortes. Alors Pierre, est-ce qu'on a une idée de quand remonte l'installation des hommes ici sur la terre d'Aigues-Mortes ? Oui, on a des vestiges. On sait que les Romains sont venus exploiter très tôt le sel parce que d'abord la Méditerranée est la mer la plus salée, c'est de cette mer qu'on peut tirer le sel. Et donc le climat également, très peu de pluie, un ensoleillement pratiquement permanent, un vent favorable à l'évaporation. Donc les Romains avaient pensé que c'était le coin idéal pour créer des salins. Donc un ingénieur romain qui s'appelait Pecius ou Pecatius a donc créé les salins, et aujourd'hui le lieu s'appelle Péquet. Et pendant longtemps, les salins de Péquet ont été exploités. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont on exploitait les salins du temps des Romains ? Non, on ne peut pas. On n'a aucun document qui nous rappelle la façon de. Mais je pense que on devait étaler de l'eau sur les tables salantes, et puis une fois que l'évaporation avait fait déposer le sel, je pense qu'après il suffisait de ramasser soit à la pelle le sel qui permettait de donner ce qu'on a appelé plus tard. Vous savez que les soldats romains avaient un salaire en argent, mais également un salaire en sel. D'où le nom salaire vient du mot sel. À cette époque-là, c'était l'or blanc, et donc les soldats romains percevaient un salaire, c'est-à-dire du sel. Est-ce qu'on sait comment vivaient les soldats romains à cette époque ? Est-ce que d'après ce que l'on a retrouvé, d'après les poteries, on a quelques indications ? Je pense qu'il devait y avoir des villas, puisqu'on a retrouvé, pas très loin d'Aigues-Mortes, à 2-3 km, des vestiges, des poteries, des fragments de poteries domestiques, du marbre. Les Romains utilisaient beaucoup le marbre. On a retrouvé des tuiles. Donc il devait y avoir pas mal d'occupations sur le premier cordon littoral. Pour vous dire que dans notre région, il y a 4 cordons littoraux. Premier cordon littoral tout à fait au nord, où c'est là où on a découvert cette villa avec des fragments de poterie. Ensuite, le deuxième cordon littoral qui a permis la construction d'Aigues-Mortes. Un troisième cordon littoral qui aujourd'hui se trouve à Charras-Listel, les vins de Listel. Et puis le quatrième cordon littoral qui est la côte aujourd'hui du Gour-du-Roi. Donc quand on dit que la mer venait, je reviens un petit peu sur l'histoire là, mais quand on dit que la mer venait frapper les pieds des remparts, c'est faux. Aigues-Mortes a toujours été à 6 km de la mer, et on rejoignait la mer donc par les canaux qu'avait fait creuser Saint-Louis pour permettre d'atteindre les grands vaisseaux qui étaient en mer. Donc ces Romains nous ont laissé pas mal de poteries, pas mal d'amphores. Donc on s'imagine, et on imagine très bien l'occupation romaine à cette époque-là. Quels sont les lieux de fouilles ? Quels sont les lieux qui permettent justement de retrouver des poteries, de retrouver des vestiges de l'époque des Romains, des vestiges que l'on retrouve ici au musée de l'archéologie ? Eh bien écoutez, du côté de Saint-Jean, sur la route de Sainte-Marie, pas très loin d'ici, on a découvert un site de poterie qu'on a exploité. Malheureusement, comme c'est planté en vigne, on n'a pas eu l'autorisation de fouiller plus longtemps, mais on a quand même pu ramasser et récolter pas mal de poteries. Ensuite, dans Aigues-Mortes, lorsque on a réalisé le tout à l'égout, quand les pelleteuses ont creusé dans les rues pour le passage des tuyaux, on a retrouvé deux silos gallo-romains. Donc un qui se trouve dans notre musée, c'est une pierre qui a été creusée
Ce sont des silos à poissons, paraît-il, c'est-à-dire qu'on salait les Romains salaient le poisson. Un qui se trouve ici dans notre musée et le second a été offert à l'église pour les fonts baptismaux. Donc c'est une pièce quand même assez importante. Elle fait, je sais pas, 1,10 m, 1,20 m de haut et d'un diamètre de 80 cm. Tirée dans un seul bloc, sculpté. Tout ça a été reconnu pièce romaine. Alors on a retrouvé aussi des vestiges qui ont attrait à la religion. Est-ce qu'on a une idée de la vie religieuse à cette époque, à Aigues-Mortes, du temps des Romains? Bien oui, Aigues-Mortes était une ville très catholique. Mais malgré ce, elle a été pendant quelques années une place protestante aussi. Et malheureusement, les guerres de religion ont fait beaucoup de mal. La tour de Constance a servi tout de suite de prison. On y a emprisonné des protestants, hommes, et puis après des protestantes, des femmes protestantes. D'ailleurs, si vous visitez la tour de Constance, vous pourriez constater un petit peu de quelle façon les prisonnières ont souffert dans cette tour. Il est évident que cela a été pendant de nombreuses années un conflit entre catholiques et protestants. Mais Aigues-Mortes a été surtout une ville très, très catholique. Ici, au musée de l'archéologie à Aigues-Mortes, il y a un drapeau qui a trait à la Révolution. Est-ce qu'on a une idée justement de ce qui s'est passé pendant la Révolution de 1789, ici sur la ville d'Aigues-Mortes? Bien, Saint-Louis avait donné d'énormes privilèges pour fixer une population. Et lorsque la Révolution est arrivée, l'abolition des privilèges, ils n'ont pas été très très bien acceptés à Aigues-Mortes. Et donc, il y a eu pendant longtemps une jeunesse royaliste. C'est pour cette raison que vous voyez sur le drapeau la jeunesse royaliste d'Aigues-Mortes. Est-ce que vous êtes en possession, est-ce que vous avez retrouvé des écrits qui parlent justement de cette révolution de 1789? Comment a-t-elle été ressentie ici à Aigues-Mortes? Oui, effectivement, la chapelle des pénitents blancs est devenue le siège des sans-culottes. C'est-à-dire que tous les édifices religieux ont été récupérés par l'État à l'époque, et donc la chapelle des pénitents blancs a servi de siège aux sans-culottes. C'est de cette chapelle que sont parties les 4 condamnations, puisqu'à Aigues-Mortes nous avons eu 4 personnes, des consuls, des élus, qui ont été guillotinés à Nîmes. Et il y a eu beaucoup d'exactions de la part des révolutionnaires. Et c'est vrai, nous avons des écrits, oui, nous avons des écrits. Il y a un docteur qui s'appelle le docteur Eugène Tessier qui a écrit la révolution de 1789 à Aigues-Mortes. Et c'est à la lecture de ce livre, on peut constater que Aigues-Mortes a été le siège d'exaction de la part des sans-culottes. Ici, au musée de l'archéologie d'Aigues-Mortes, il y a un canon. Donc, ce canon correspond à quoi exactement? Ce canon a été ramené. Nous avons un ami qui est plongeur, presque professionnel, je dirais, et qui nous ramène quelquefois des vestiges qu'il trouve au fond de la mer. Alors, ce sont soit des poteries romaines, des fragments, ou bien un lingot de plomb. Les Romains possédaient des mines en Cévennes et ramenaient sur la côte du plomb pour leur utilisation. Et puis ce canon est de 1830 ou 1860, quelque chose comme ça, trouvé en mer également. Alors entre 1900 et 2000, est-ce qu'il y a des moments forts qui ont marqué la vie d'Aigues-Mortes? Écoutez, à cette époque-là, entre 1900, évidemment, il y a eu la guerre de 14, où il y a eu énormément de... mais ça a été général, c'est partout en France. Sinon, il n'y a rien eu de particulier, une évolution. Oui, on a quand même bien assaini, parce qu'à une époque, Aigues-Mortes était une ville où il manquait un petit peu d'assainissement. Il y avait beaucoup de marais, Aigues-Mortes, il y avait des fossés autour des remparts, énormément de moustiques qui pouvaient donner la malaria. Et c'est vrai qu'au cours des siècles, il n'y avait pas d'eau.
Il n'y avait pas d'eau puisque en 1896, on a fait venir l'eau du Rhône et enfin Aigues-Mortes a pu avoir de l'eau courante. Quand je dis de l'eau courante, c'était à l'extérieur, c'était dans les rues, pas encore chez l'habitant, mais c'était une avancée extraordinaire parce qu'on utilisait l'eau des puits. Chaque maison avait son puits d'un côté et les WC de l'autre, ce qui fait qu'il y avait une espèce de mélange d'eau qui faisait que les maladies étaient nombreuses dues à cette pollution. Donc il y a eu un grand assainissement. Par rapport au canal du Rhône A7, est-ce que ça a apporté quelque chose d'important ici à Aigues-Mortes ? Oui, bien sûr, le canal du Rhône A7 a permis de transporter le charbon des Cévennes, le vin sur le port de Sète. Oui, ça a été une avancée aussi extraordinaire, hein, économique surtout. Hein. Est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer sur l'antenne de Fréquence Évasion, justement pour sensibiliser, pour inciter les auditeurs à venir ici à Aigues-Mortes découvrir ce musée ? Bien écoutez, Aigues-Mortes est une ville qui se visite. Moi j'ai donné à l'Office du tourisme un circuit de visite où on peut voir l'église de Notre-Dame-des-Sablons, notre musée, la chapelle des Capucins, bien sûr la tour de Constance et les remparts. L'architecture est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on regarde un petit peu de quelle façon ont été construits les remparts, c'est quelque chose à voir et assez extraordinaire. En revanche, ce qu'on pourrait parler, mais alors il nous faudrait beaucoup plus de temps, c'est de la construction elle-même. Il y a eu 3 phases de construction, mais pour en parler, il faudrait avoir énormément de temps. Je vous signale quand même aussi que Aigues-Mortes a été une ville qui a reçu pas mal de monarques, et notamment cette visite qui a le plus marqué, c'est l'entrevue de François Ier et de Charles Quint en 1538, où François Ier et Charles Quint se sont rencontrés pour signer une paix qui devait durer 10 ans, mais qui en réalité n'a presque pas duré, tout juste 4 ans. Aigues-Mortes a été donc... mais là aussi, il faudrait avoir encore plus de temps pour parler de ce que les consuls ont emprunté pour pouvoir recevoir ces rois, cet empereur, puisque Charles Quint était empereur. Il nous faudrait encore beaucoup plus de temps. Brièvement, pour terminer, quelles ont été les phases les plus importantes de la construction, justement, des remparts d'Aigues-Mortes ? Bien écoutez, il a fallu, bien sûr, acquérir de nombreux maçons. Sur toutes les pierres, vous pouvez voir la marque des tâcherons. Pour être payés, les tâcherons marquaient leurs pierres. Et donc, on a répertorié 600 marques de tâcherons. Donc, à la fin du mois ou à la fin de la semaine, ou peut-être à la fin de la journée, les tâcherons étaient payés en fonction des pierres qu'ils avaient marquées, qu'ils avaient posées. Voilà. Et il y a donc eu 3 phases de construction. D'abord le soubassement, ensuite la courtine, et après les tours, bien sûr, et le haut des tours, où la taille de la pierre sur le rempart est en bossage, et au-dessus des tours, à partir du niveau de la courtine, les pierres sont lisses. Donc ça distingue bien les phases de construction. On a mis combien de temps pour construire ces remparts ? 48 ans, une quarantaine d'années, disons. Alors pour terminer, vous allez nous donner les coordonnées du musée d'archéologie ici à Aigues-Mortes ? Oui, alors nous sommes dans une des tours. Nous sommes dans la tour de la Porte Saint-Antoine, qui est le siège de notre société d'histoire et d'archéologie. Et nous avons donc ce petit musée qui rassemble un petit peu tout ce qu'on a pu trouver autour d'Aigues-Mortes, la vie sociale, la vie économique, la vie religieuse. Enfin, vous pourrez trouver un petit peu dans ce musée tout ce qui touche de près ou de loin à l'histoire et à la vie d'Aigues-Mortes. Nous allons donner les coordonnées. Je pense qu'en s'adressant à l'Office du tourisme, parce que nous n'avons pas là de téléphone, nous n'avons pas d'adresse. Alors le numéro de téléphone de l'Office du tourisme, c'est 04 66 53 75 00.
Eh bien merci, à très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir, merci. Vous êtes sur Fréquence Évasion, à très bientôt pour un autre rendez-vous entre Menton et Toulouse. Fréquence Évasion.